Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction l'Amérique du Sud. Il y a presque un mois, dans la nuit du 1er au 2 mars, la Colombie bombardait un campement des FARC en territoire équatorien. L'incursion faisait 26 morts, dont Raúl Reyes, le numéro 2 de l'organisation marxiste qui, rappelons-le, détient de nombreux otages, parmi lesquels la franco-colombienne Ingrid Betancourt. Aussitôt, la diplomatie s'empare du sujet. L'Équateur rompt ses relations avec la Colombie, masse ses troupes à la frontière et le Venezuela d'Hugo Chavez lui emboîte le pas. Plusieurs États latino-américains font part eux aussi de leur réprobation. Pour se défendre, la Colombie brandit l'argument de sa lutte contre les FARC et le narcotrafic et accuse ses voisins d'être des sanctuaires pour ce mouvement des FARC. Nous nous sommes rendus à la frontière entre la Colombie et l'Équateur, dans la province de Sucumbios, pour enquêter sur ces accusations. C'est un reportage d'Hélène Frade et Cyril Vanier pour France 24. Cette brèche en pleine jungle est tout ce qu'il reste du campement de Raúl Reyes, le numéro 2 des FARC. Dans sa guerre sans merci contre la guérilla, la Colombie a frappé fort. Un raid aérien mené en pleine nuit sur le territoire équatorien. L'opération vient de déclencher une crise diplomatique sans précédent. À l'entrée du campement, nous découvrons un poste d'observation abandonné. Une odeur de mort flotte encore sur les lieux. 26 personnes ont été tuées dans les bombardements. Spectatrice, l'armée équatorienne en est réduite à compter les morts. Dans la nuit du 1er au 2 mars, 10 bombes ont été lancées sur cet endroit par la Colombie. 6 depuis une direction, 4 depuis une autre direction. Quand nous sommes arrivés ici à Angostura, sur cette base de la guérilla, on a trouvé tous les corps prêts à être évacués directement vers la Colombie. Nous sommes entre la Colombie et l'Équateur. 600 km de frontières envahies par la forêt vierge. Une zone hors de contrôle, devenue le sanctuaire des FARC et la cible du gouvernement colombien qui accuse l'Équateur de soutenir la guérilla et les narcotrafiquants. Quelques jours seulement après l'attaque du campement de Raúl Reyes, l'armée équatorienne annonce la découverte d'un gros laboratoire de cocaïne. Une prise de guerre opportune, une bonne opération de communication. Le terrain est très difficile par ici. Oui, très difficile. Et vous allez voir l'ingéniosité dont les trafiquants ont fait preuve, le temps et l'argent dont ils ont disposé. Impossible de connaître le nombre exact de laboratoires de cocaïne dans ce Far West amazonien. Traqués en Colombie, les trafiquants se sont réfugiés chez leurs voisins. L'armée colombienne s'est engagée dans une campagne d'éradication de la coca. Alors, ils se sentent sous pression et ils passent de ce côté-ci de la frontière. Il nous faudra plus d'1 heure de marche dans la forêt pour parcourir à peine 1 kilomètre et atteindre enfin le laboratoire. On suppose qu'ils font passer tout ce dont ils ont besoin à l'intérieur par ces canaux, parce que par le chemin que nous venons de prendre, ce serait extrêmement compliqué, voire impossible. Maintenant, cette installation que vous voyez est la plus grosse. Vous voyez ces escaliers là-bas? La rivière vient jusqu'ici. Et nous, on pense que les barques arrivent ici avec tout le matériel, qu'ils le débarquent et le laissent ici, dans le laboratoire. Comme vous pouvez le constater, la forêt est très dense et on ne peut rien apercevoir depuis le ciel. Cette odeur, c'est l'acide qui est à l'intérieur. Dans ces installations camouflées, tout l'attirail nécessaire à la fabrication de la cocaïne. Vous pouvez voir ici un certain nombre de bidons. Les mêmes qui servent à emmagasiner les feuilles de coca contiennent aussi les différents produits chimiques utilisés pour la production, comme le ciment, la soude caustique, la chaux, l'essence et l'acétone. Et ça, qu'est-ce que c'est? Du latex. À quoi ça sert? C'est pour emballer la drogue. Pourquoi du latex?
Comme vous le savez sans doute, la drogue est transportée dans des capsules. Et pour que les mules puissent les digérer, ils les enveloppent dans du latex. Ils les avalent comme des raisins. Et ensuite, tranquillement, la drogue sort d'ici, dans les capsules. Dans leur fuite, les trafiquants ont laissé derrière eux une bonne partie de la production. Combien de kilos avez-vous trouvé? Environ 15 kilos de cocaïne. Il y en a pour combien? Oh là! D'ici à Lago Agrio, ce qu'on sait, nous, c'est que ça vaut 900 $ le kilo. Et de Lago à Quito, ça monte jusqu'à 2000 $ le kilo. Et à l'étranger, vous le savez sans doute mieux que moi. Une trentaine de personnes travaillaient ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais à leur arrivée, les militaires équatoriens n'ont trouvé personne. Vous voyez, quand on est arrivé ici, on a trouvé ce dortoir tel quel. Ils n'ont pas réussi à emporter tout ce qu'ils avaient. Ils ont pris ce qu'ils ont pu et ils sont partis. S'agit-il d'un laboratoire directement géré par les FARC? Pour nos guides, la question ne se pose même pas. La zone tout entière est sous le contrôle de la guérilla. Narcotrafiquants ou guérilleros, les méthodes diffèrent peu de toute façon pour éloigner les curieux. Ça là, ce sont des mines en forme de citron. Ils les ont placées ici et dans cette partie-là du laboratoire. On ne peut pas s'approcher parce que le moindre mouvement peut les faire exploser. Un ennemi omniprésent, mais invisible, et en face, l'impuissance de l'armée équatorienne. Les FARC, ils dominent la frontière. Et ils savent quand ils peuvent traverser. Quand nous sommes dans le coin, par où nous passons, eux, tout simplement se mettent en civil. Et nous, on ne peut pas savoir qui ils sont. Ce sont peut-être des gens du coin, des narcotrafiquants, des guerrieros, n'importe qui. Nous laissons derrière nous le laboratoire intact. Une population qui soutient la guérilla de gré ou de force, voilà qui pourrait bien expliquer l'existence d'un laboratoire à quelques kilomètres à peine du village de Puerto Nuevo. De part et d'autre de la rivière San Miguel, l'Équateur et la Colombie. Et pas le moindre signe d'une présence militaire. À Puerto Nuevo, les étrangers ne sont pas les bienvenus et il nous faudra plusieurs intermédiaires pour parvenir jusqu'à José, l'un des rares équatoriens de ce village à majorité colombienne. Ici, beaucoup de paysans qui ont fui les violences de l'autre côté du fleuve et qui ont tout perdu avec les fumigations des champs de coca. Juan est l'un d'entre eux. Il tient à nous montrer les ravages des herbicides sur son corps. Enlève ta chemise, montre-leur. Tout son corps est dans cet état, de la tête aux pieds. Le fils de Juan, Alvaro, vient tout juste d'être relâché par les militaires. Il le soupçonnait de travailler dans le laboratoire de cocaïne. Chaque paysan a son petit laboratoire. Mais pour travailler la coca, rien de plus. C'est une petite chose de rien du tout. Un ou deux petits bidons, rien de plus. Voilà le genre de laboratoire où nous travaillons. Et ça aide à manger tous les mois? Oui, ça nous aide à survivre, et voilà. Et personne n'intervient là-dedans, hein. C'est nous les paysans qui gérons ça. Mais un laboratoire énorme, ça non. Par ici, travailler la coca semble être une fatalité et à écouter José, presque une activité comme une autre. Un paysan qui va travailler à la ferme, il ne gagnera pas autant qu'en travaillant dans un laboratoire. Là-bas, il le paie au kilo, au gramme. Il gagne plus. Et vous savez bien qu'un pauvre, il va là où on le paie le mieux. Mais il faut bien faire la différence entre mafia et guérilla. Si la guérilla a un lien avec la mafia, c'est juste pour les affaires. Et le paysan n'a rien à voir là-dedans. Alors que nous discutons avec la famille, un avion militaire survole le village. Pour José, pas de doute.
C'est un avion colombien ou équatorien? Colombien, c'est un avion colombien. Les avions équatoriens ne passent pas comme ça. Ils volent toujours par deux quand ils patrouillent sur la frontière. Or, celui-ci, il est tout seul. C'est un petit avion de reconnaissance. Nous avons tenté plusieurs fois d'obtenir de l'armée équatorienne l'identification de l'appareil. Toutes nos demandes sont restées sans réponse. Le seul ennemi de Puerto Nuevo est l'armée colombienne. Voilà le message de José et de ses amis. Ils ne nous quittent à aucun instant. Nous sommes sous leur protection, si ce n'est sous leur surveillance. L'armée colombienne a lancé 2 mortiers ici. Ils sont tombés devant la maison du petit grand-père qui habite là-bas. Et ça a abîmé toute cette partie du jardin. Vous voyez? Ici et puis là-haut. Comment savez-vous que ce sont des mortiers? Parce que les militaires équatoriens qui sont venus ici pour constater les dégâts, ils nous ont dit eux-mêmes que c'était des mortiers de 81 mm. Et qu'ont fait les militaires équatoriens après ça? Les Équatoriens, ils n'ont rien fait, absolument rien. C'est l'impunité totale. Aucune autorité ne s'est souciée de ce qui s'est passé ici. La Colombie traque la guérilla et le narcotrafic au-delà de ses limites territoriales. Paradoxe, depuis notre pirogue, nous apercevons les champs de coca colombiens, juste au bord du fleuve. Le programme d'éradication n'est pas parvenu jusqu'ici. De Tétayé jusqu'à plus loin, il n'y a pas eu d'éradication. Dans toute cette zone, il y a de la coca. Des cultures de taille modeste, mais totalement illicites, à quelques dizaines de mètres du sol équatorien. Ici, pas de poste frontière, pas de soldats en vue. Nous accostons tranquillement en Colombie. C'est en voisin que José vient saluer son ami Enrique. Le vieil homme est l'un de ces innombrables petits cultivateurs au long de la rivière. Avec ses 9 garçons, il cultive un hectare de coca qui lui rapporte chaque année près de 2000 $. Les prix sont imposés par les acheteurs. Qui vous achète la coca? Les guerrilleros? La coca, je ne sais pas si ce sont les guerrilleros. Vous savez, n'importe qui vient l'acheter. Nous, on vend au prix qu'ils nous disent de vendre. J'en sais rien si ce sont des guerrilleros. La coca lui rapporte à peine de quoi faire vivre sa nombreuse famille. Enrique ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut éradiquer ces cultures. Vous savez, la guérilla, elle ne protège personne. La guérilla et les autres, ils se battent entre eux. La guérilla contre le gouvernement, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et le gouvernement vient par ici et nous dit à nous, les paysans, vous aussi vous êtes des guérilleros. Mais nous qui travaillons ici sur cette terre, d'où est-ce qu'on est des guérilleros? La guérilla est par ici, le gouvernement par là, ils se battent ensemble. La guérilla, c'est la guerre et plus seulement en Colombie. De l'autre côté aussi, partout. Comme Enrique, ils sont des milliers à la frontière entre l'Équateur et la Colombie à vivre de la coca au beau milieu des affrontements entre FARC et militaires, entre deux feux, entre deux rives. Hélène Frade qui a signé ce reportage avec Cyril Vanier et cette semaine sur le plateau de Reporter. Bonjour Hélène. Bonjour. Où en est-on des relations entre les deux pays, entre la Colombie et l'Équateur, un mois après cette attaque qui a fait beaucoup de bruit? Cette attaque a fait beaucoup de bruit. La Colombie a carrément accusé ses voisins, l'Équateur comme le Venezuela, d'être des sanctuaires pour les FARC. Elle a déclaré avoir découvert dans les ordinateurs de Raúl Reyes le numéro 2 des FARC qui a trouvé la mort dans le bombardement de ce campement. Elle a affirmé que dans ces ordinateurs, il y avait des preuves, des liens des gouvernements équatoriens
et vénézuélien avec les FARC. Des liens financiers. Hein. Des liens financiers. Les FARC auraient financé la campagne de Rafael Correa, le président équatorien, et auraient reçu un appui financier massif de la part d'Hugo Chavez, le président du Venezuela. Alors l'Équateur est-il un sanctuaire des FARC ? Je ne sais pas si on peut le qualifier véritablement de sanctuaire. Ce qui est certain, c'est que on nous l'a dit au sein de l'armée équatorienne, nous n'avons pas les moyens de lutter contre les FARC, d'une part à cause de la nature du terrain, impossible de retrouver le moindre guérillero dans une forêt aussi dense. Les militaires équatoriens disent également qu'ils n'ont pas l'appui massif des États-Unis, comme c'est le cas de la Colombie, et que donc ils sont effectivement moins en mesure de lutter contre les FARC. Alors plus globalement, Hélène, où en est la lutte contre la guérilla dans toute cette région d'Amérique du Sud ? Alors la Colombie a effectivement frappé un grand coup en éliminant Iván Ríos et Raúl Reyes qui faisaient partie du secrétariat des FARC, c'est-à-dire l'instance dirigeante des FARC. Nous, ce qu'on a constaté dans la région où nous avons travaillé, c'est que le mouvement est encore très implanté. Il a le soutien obtenu de gré ou de force de la population. Et donc, c'est une lutte encore longue, sans doute, à venir pour la Colombie. Un mot rapidement sur les conditions dans lesquelles vous avez travaillé et évolué justement dans cette région. Alors, ça a été tout un chemin à trouver. Nous n'avons pas pu travailler sans la protection ou la surveillance des FARC et de leurs sympathisants, mais nous ne nous sommes pas sentis particulièrement menacés du fait de leur présence. Merci beaucoup, Hélène, d'être venue sur le plateau de Reporter. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur le site de France 24, mais aussi télécharger sur iTunes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.